bienvenue à tout le monde. Donc, très, très, très heureux de vous rencontrer pour la première fois sur Work Adventure, notre webinaire, en tout cas celui que nous organisons avec Samuel et Julie. Ce soir, on va parler de Future of Work. Côté programme, ce qu'on va faire, donc c'est un état des lieux sur justement la transition du travail hybride, où est-ce qu'on en est, aujourd'hui. Donc, on va partager surtout des petites astuces et des bonnes pratiques parce qu'on est évidemment confrontés tous à ce bouleversement, à cette révolution de l'environnement du travail. Donc, pour rappel, on va parler justement d'outils pour mieux collaborer en équipe et augmenter, améliorer sa productivité. Des astuces pour créer du lien social, surtout, et transmettre une culture d'entreprise forte à distance. Et comment assurer du coup son leadership et adapter son management dans un environnement hybride. Donc aujourd'hui, de grands speakers, Julie et Samuel. Donc je vais les laisser se présenter un peu plus et surtout expliquer pourquoi est-ce que le Future of Work est une thématique très importante pour eux. Mais pour rappel, voilà, Samuel, c'est l'auteur et producteur du documentaire Work in Progress, entre autres, parce qu'il fait beaucoup de choses, donc il pourra mieux en parler que moi-même. Et Julie Danet, notre magnifique cofondatrice, et également coach en management et avec une expérience très riche en ressources humaines, donc elle a été confrontée évidemment plusieurs fois à ce type de problématique. Donc, on commence du coup l'échange et on commence avec Samuel, hein, si ça te dit. Je te laisse te présenter et puis commencer tout ça. Merci Gaël, et désolé pour la minute de retard, c'était de ma faute. Je ne savais pas comment mettre mon personnage au bon endroit. Alors, me présenter. Je fais des documentaires qui s'appellent Work in Progress. Ça, c'est les trucs les plus récents. En fait, avant ça, j'ai commencé à m'intéresser au sujet du futur of work quand j'étais étudiant, où j'ai commencé à bosser en tant qu'indépendant. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai fait surtout en césure une Learning Expedition. Je suis parti pendant 6 mois pour étudier les transformations du travail sur un angle qui était bien précis au départ, qui était la relation entre les grands groupes et les indépendants. Et donc ça m'a passionné pendant 6 mois. J'ai fait une centaine de rencontres dans une dizaine de villes du monde. Et en rentrant, j'ai publié un rapport d'études. Mais en fait, je me suis rendu compte en rédigeant le rapport que j'écrivais pas que sur les indépendants, mais sur la transformation du travail en général. Et je parlais aussi de boîtes qui étaient en full remote. J'avais été voir des équipes qui étaient un peu partout, des boîtes qui avaient des centaines, même des milliers de collaborateurs à droite, à gauche, sans bureau, des collectifs, des communautés, des tiers-lieux. Donc j'ai mis le doigt un petit peu sur ce monde du futur du travail. Et en rentrant, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique que de partager simplement un rapport d'études, un PDF de 250 pages. Donc, je me suis lancé dans la création d'un documentaire. Alors, ne connaissant pas grand-chose à ce sujet-là de réalisation audiovisuelle, je me suis entouré d'une équipe qui s'appelle Com. Et puis ensemble, on a créé ce documentaire Work in Progress, un premier tome qui, dans le fond, essayait de dire qu'on pouvait s'amuser dans son job, qu'on pouvait s'éclater de plein de façons différentes et de balayer les différentes façons en entreprise, en tant qu'indépendant, en tant que créateur de contenu, en tant que collectif, communauté. C'était plutôt sur les formes de travail et la façon dont on pouvait bosser différemment. Et le deuxième tome, qui va sortir le mois prochain, là, qui s'appelle toujours Work in Progress, mais c'est Why do we even work? On répond à la question pourquoi est-ce qu'on bosse? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre? On essaie de se concentrer sur les leviers de motivation qui font qu'on peut aimer son job, peu importe le statut sous lequel on bosse. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on va troquer ce qu'on a le plus précieux dans sa vie, c'est-à-dire son temps, contre quelque chose, contre quoi justement. Et donc c'est ce à quoi va répondre le documentaire. Voilà, et puis sinon à côté de ça, j'ai aussi fait l'adaptation de documentaire en bande dessinée, je donne des conférences, j'interviens en entreprise sur ce sujet de Future of Work. Mais voilà, on pourra en reparler, mais c'est plutôt sur ces sujets de Future of Work, d'hybride et de télétravail dont on va parler aujourd'hui avec Julie. Exactement. Eh bien, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Moi, de mon côté, donc c'est Julie. Effectivement, donc je suis cofondatrice de Work Adventure parce que j'étais là quand le produit est né en mars 2020. Maintenant, ça commence à faire loin, mais j'ai assisté à la naissance de ces super produits et donc maintenant, je suis cofondatrice. Je m'occupe de toute la partie ressources humaines également. Je fais un petit peu de communication et à côté de ça, je suis aussi micro-entrepreneur. Je coach des entrepreneurs pour mettre en place un projet qui leur ressemble. Et là, ça va faire écho à ce que vient de dire Sam, c'est que
moi, je veux que les gens s'amusent dans ce qu'ils font au travail. Je veux dire, on n'est pas là pour se faire chier tous les jours à aller bosser. Il faut que ce soit un truc qui nous intéresse et qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancée dans l'univers du coaching aussi pour pouvoir accompagner à la fois mes collaborateurs en entreprise à s'éclater tous les jours et à côté de ça, les entrepreneurs, les accompagner aussi à développer un business qui leur ressemble et qui les amuse au quotidien. Et je forme aussi des managers pour justement cette problématique de l'hybridation du travail dernièrement, qui est assez intéressante et on va en parler en long, en large, en travers ce soir. Mais voilà, donc pareil, multicasquette, je touche un petit peu à pas mal de choses parce que c'est quelque chose, moi, qui m'éclate et c'est pour ça qu'on est là et pour en discuter du coup aujourd'hui. Et forcément, en tant que responsable RH depuis 2 ans, le Future of Work, il a été accéléré. Je pense que le Covid a eu ses torts, mais a aussi eu de très bons impacts sur le monde du travail et ça a accéléré pas mal de choses. Donc, beaucoup de problématiques maintenant qui découlent de tout ça, mais surtout des belles opportunités pour le marché du travail. Donc, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous ce soir sur ce sujet-là. Eh ben, c'est super. Merci, merci du coup de vous être présenté un tout petit peu plus de ce côté-là. Donc justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, Julie, à la fin. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez constaté tous les deux, où est-ce qu'on en est? Quels ont été les impacts? Est-ce que au début on parlait voilà, le mot hybride existe depuis des années, mais c'est vrai qu'on se l'est complètement approprié dans le monde du travail avec l'arrivée des confinements, de la succession des confinements. Est-ce que justement c'est quelque chose qui s'est mis en place, qui se met réellement en place? Est-ce qu'on peut parler aussi un peu d'un effet de mode? Voilà, qu'est-ce que vous avez, vous, vécu, en tout cas, vu, constaté? Sam, tu veux te lancer ou Ouais, ouais. vas-y. J'ai l'impression que forcément, oui, ça a été un cadeau un peu ce Covid pour accélérer, dans le sens où même les plus grands gourous qui parlaient de télétravail depuis des années n'ont pas eu autant d'impact que cette pandémie sur la transformation des organisations et sur notamment le fait de passer avec beaucoup plus d'hybrides de télétravail. Et en fait, la transformation, elle vient juste de l'usage. Le fait que pendant les confinements, on a testé quelque chose et forcément, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a un chiffre d'une étude qui est assez folle, alors qui fait mal si vous êtes au bureau et que vous avez pris les transports ce matin pour y aller et que vous êtes rentré ce soir, ou vous allez rentrer ce soir avec les transports. C'est une étude du Wall Street Journal qui avait calculé le temps qu'on passait dans les transports chaque jour, combien ça faisait à la fin de l'année. Et globalement, en fait, si on passait 1 heure le matin et 1 heure le soir, ce qui est souvent le cas dans une grande métropole, à la fin de l'année, ça fait 21 jours. 21 jours qu'on passe dans les transports, alors en voiture ou dans un train, peu importe. L'idée, c'est de se dire que c'est 21 jours qu'on perd pour soi, qu'on perd pour sa boîte, parce qu'on ne bosse pas forcément non plus dans ce transport-là. Et donc, forcément, quand on a eu l'occasion de se débarrasser de ce temps perdu-là, on a pu faire quelque chose de mieux, quelque chose du temps pour soi, du temps pour sa boîte, plus productif. La productivité a augmenté pendant les confinements. On a mieux bossé pour ses boîtes. Et puis, pour soi, peut-être passer plus de temps, donc découvrir une nouvelle façon de travailler auquel on n'avait même pas pensé pour beaucoup de monde. Et puis, pour d'autres, renforcer quelque chose qui était déjà là en amont. Et donc, forcément, alors, le but, c'est pas de se dire on n'ira plus jamais au bureau, on va certainement y retourner. La plupart des boîtes ne sont pas en full remote, on va être sur quelque chose de beaucoup plus hybride. Mais du coup, c'est impensable aujourd'hui, à la sortie de cette crise du Covid, de se dire on va retourner comme avant tout le temps au bureau, maintenant qu'on a découvert quelque chose. Juste parce qu'il y a eu un usage qui a été différent, on ne peut plus refaire ce qui se faisait avant qu'on le teste. Donc forcément, il y a de la part des individus une prise de conscience de dire que ça peut être différent, on peut aller vers un mode hybride donc qui va s'installer et qui est une vraie revendication. Et puis côté entreprise aussi, on a peut-être eu moins peur, quelque chose qui faisait super peur comme le télétravail. On s'est rendu compte qu'en fait, ça fonctionnait bien. On a démystifié un peu ce sujet-là. Et à mon avis, c'est ce qui fait que ce n'est pas un effet de mode, c'est que ça va durer pour le long terme, c'est qu'on se dirige vers de l'hybride. Bon, ça, c'est la théorie. Et puis la pratique, c'est qu'on se dirige vers de l'hybride. Quand on regarde toutes les boîtes autour de nous, il n'y en a quasiment aucune qui est capable de dire nous, on revient à du 100% présentiel comme avant. Elles sont toutes sur une notion de fonctionnement en hybride, c'est obligatoire. Après, est-ce qu'elles basculent sur 2 ou 3 jours? C'est l'appréciation de chacun. Comment est-ce qu'il est mis en place? Parce que 2 ou 3 jours, ça peut tout et vouloir et rien dire. Tu peux imposer le lieu de travail, tu peux imposer le temps de
travail, tu peux imposer plein de choses, comme tu peux laisser complètement libre. Voilà, donc il y a des différentes nuances au sein du télétravail, on pourrait y revenir après, mais forcément, ouais, l'hybride, c'est pas un effet de mode, je pense que c'est la réalité des organisations aujourd'hui. Si tu partages ça aussi, Julie? Ouais, bah, je te rejoins totalement. Alors après, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont appris dans la douleur, on va pas se le cacher, hein. Il y a 2 ans, quand, on a été confinés d'un coup et qu'on pouvait se permettre de faire du télétravail, 100 du jour au lendemain, ça a été assez violent quand même pour beaucoup d'entreprises. Mais clairement, ça a changé les mentalités sur énormément, d'aspects au niveau du travail, au niveau de la prise en considération aussi de chacun, les collaborateurs, leur bien-être aussi. Je trouve qu'il y a eu un énorme impact, sur la prise de conscience de l'humain, en fait, au sein de l'entreprise et plus d'être juste, à travailler, la tête dans le guidon en permanence, mais de prendre en considération tout ce qui fait un collaborateur. Et le collaborateur, il n'est pas juste là pour faire son travail et se taire, mais il est là aussi pour être une personne à part entière, pour avoir une vie à l'extérieur de son travail. Et c'est vrai que ça, ça a vraiment accéléré. Merci, je ne sais plus qui a mis dans le chat, merci le Covid, mais oui, dans un sens, merci le Covid, parce que ça a vraiment été un accélérateur et c'est pas du tout une mode parce que maintenant, on sent profondément le changement dans les entreprises. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui a un impact très positif et qui est dans ce sens. On a pu croire que c'était un effet de mode. Si le confinement avait duré comme c'était prévu au départ, 1 mois et demi, et qu'après on était tous retournés à notre vie classique aussi violemment qu'on a été confinés, je pense que ça aurait pu être juste un effet de mode. Mais là, on se rend compte que ça commence à s'inscrire sur la durée. Ça fait déjà 2 ans. Les entreprises se posent les bonnes questions pour mettre en place des chartes de télétravail, pour aménager les postes, que ce soit en entreprise ou au sein des foyers des personnes. Donc, il y a une vraie prise de conscience et c'est en marche en fait pour s'inscrire vraiment dans la durée et prendre en considération toutes ces problématiques-là, clairement. Est-ce qu'on prend les questions au fur et à mesure, Gaëlle ou, Alors, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, justement, j'étais en train d'écrire c'est super d'écrire les questions. Je les note sur le côté, comme ça on répondra à toutes les questions à la fin du webinar. Ok. Sauf si vous voyez une question absolument à laquelle qui revient. Là, je pense qu'on peut rebondir sur la question d'Olivier. En Suisse, il y a beaucoup de demandes sur le retour au bureau. En réalité, en France aussi, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin de retourner au bureau. Alors, pas en full présence, pour le coup, mais il y a une vraie demande d'équilibre, en fait, entre ce distanciel et ce présentiel. Alors, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Je ne sais pas de ton côté, Sam, ce que tu as pu voir avec ton tour du monde et tes documentaires. Si, toutes les personnes qui aussi sacralisaient le télétravail à fond se sont rendues compte que c'était sur le long terme pas toujours agréable d'être constamment seul, pas forcément chez soi, mais même dans des tiers-lieux à droite à gauche, et que c'était chouette d'avoir un lieu d'entreprise dans lequel on retrouve les collègues. Donc forcément, il y a une envie de retour au bureau. De la part les employeurs qui demandent le retour. Ah ouais, les employeurs. Ça oui, ça c'est toujours un problème de confiance, quoi. Disons que c'est des boîtes qui sont pas capables de faire confiance à leurs salariés. C'est curieux de toujours être dans cette dynamique-là 2 ans après, notamment après avoir vu avec la preuve par le réel que ça fonctionnait à distance. Mais bon, ouais, ces boîtes-là, à mon avis, elles sont minoritaires. Il y a plus grand monde quand même et en fait, elles sont minoritaires et à mon avis, elles vont même disparaître parce qu'elles ne seront pas capables de continuer à attirer du monde dans ces conditions-là. Enfin, il y a déjà une guerre des talents, déjà quand on est flexible. Si en plus de ça, j'en prédis pas grand avenir ces boîtes-là. Ouais, non, je te rejoins totalement et c'est ce que j'allais dire, c'est que elles n'ont pas cette capacité du coup d'adaptation. Du coup, les personnes que tu as déjà chez toi, tu vas avoir du mal à les garder chez toi. Et pour attirer des nouveaux talents, comme tu le dis, c'est juste impossible. On voit que sur le marché, déjà, c'est tendu pour pouvoir faire des recrutements pertinents en ce moment. Donc, si tu n'as pas cette flexibilité de te dire, je vais m'adapter à ce qui se passe sur le marché du travail, ça paraît être très compliqué pour ces entreprises. Je leur souhaite bon courage. J'essaye de suivre, mais effectivement, il y a pas mal de choses. Oui, mais je vois qu'il y a des réponses qui sont formulées aux questions directement dans le chat. Donc, d'accord, complètement d'accord. C'est super. Ouais, le but, c'est que ce soit en échange, évidemment, avec tout le monde. Donc nickel. Clairement. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur le côté management. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, mais
effectivement, la partie management est tellement importante dans cette transition que c'est bien de le souligner. Eh ben, c'est super. Alors du coup, oui, on touchait un tout petit peu justement sur ce qui a changé côté candidat et côté entreprise. Hein, c'est ce que vous étiez un peu en train de développer. Et si on rentrait un tout petit peu plus dans le vif du sujet, en termes justement de culture d'entreprise à distance, comment maintenir la productivité, le bien-être des employés. Peut-être, vu que tu t'en parlais, Julie, si tu veux continuer peut-être à développer un tout petit peu sur comment comment tu peux t'organiser toi en interne, comment est-ce que toi, par exemple, tu as fait face à cette nouvelle organisation lorsque le Covid est arrivé et que tout est tombé comme ça d'un coup. Ouais. En plus, quand c'est arrivé, moi j'étais encore chez The Coding Machine et c'est une boîte où la culture d'entreprise est très forte, c'est-à-dire qu'on passait énormément de temps ensemble, que ce soit la journée pour bosser ou après notre journée aller au bar. Enfin voilà, c'est une vraie culture du être ensemble. Et donc de se retrouver du jour au lendemain solo dans son appartement. Moi, personnellement, j'étais dans un 19 mètres carrés à Paris, alors que tous les jours, je voyais 50 personnes qui ont passé des bons moments ensemble, etc. Donc ça a été assez violent. Mais déjà, c'est de là qu'est né Work Adventure. Donc, premier aspect positif de ce côté un petit peu violent de la transition. Et puis après, je pense que tout ce qui se passe en réel peut être retransposé de manière virtuelle, mais d'une manière différente. Donc, pour tout ce qui est culture d'entreprise, nous, ce qu'on faisait régulièrement, et je pense que tout le monde est un peu passé par là pour le coup, c'était une mode, les apéros après le boulot. Il y avait une application aussi qui a été lancée très rapidement, que je ne sais plus comment elle s'appelait, mais bref, de prendre un verre, on peut quand même le faire à distance. Pardon, il y a quelqu'un qui a parlé. Je crois que c'est House Party. Ah, exactement. On sent qu'il y a quelqu'un qui l'a testé aussi, cette application. Faire des jeux en ligne, c'est pareil, ça s'est pas mal développé depuis quelques temps. Organiser des escape games, c'est possible en ligne aussi. De faire tout ce qui est conférences ou séminaires, c'est pareil, on peut le faire à distance aussi. Je pense que tout est transposable à partir du moment où on se fixe pas de limites. Souvent, nos plus grandes limites, c'est nous-mêmes. Et on se met des barrières par nous-mêmes, alors qu'en fait, tout est possible. C'est juste ce qu'il faut retenir. Tout est possible. Et à partir du moment où vous avez l'idée et vous avez la volonté de faire aboutir quelque chose, vous pouvez le faire. Et c'est la même chose avec votre culture d'entreprise. Vous avez juste à creuser pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Nous, je sais qu'on a mis aussi des daily. Donc, tous les matins, il y a toute l'équipe, après vous vous organisez selon des tailles aussi quand même un peu propice à l'échange, mais qui échange tous les matins pour faire un petit point sur la journée, comment ça va se passer, comment on se sent, parce que c'est là où par contre c'est super important de faire attention et c'est le point à mon avis qui est clé, tu me diras ce que tu en penses Sam, mais la communication. Si vous ne mettez pas en place des process de communication ou juste une communication très ouverte à distance, c'est là où ça peut mal se passer parce que si vous n'avez pas de communication, vous ne savez pas comment ça se passe derrière un écran. Quelqu'un qui se montre comme ça face à vous, comme là on est, si la personne ne vous dit pas si ça va bien ou si ça va pas, vous pouvez pas forcément le deviner par vous-même. Donc, mettre en place de la communication, c'est, à mon sens, essentiel et central. Et ça passe notamment par tous ces moments d'échange, que ce soit les daily en équipe le matin ou faire des points plus réguliers dans la semaine ou dans le mois avec vos équipes. Organiser de temps en temps un petit apéro, un petit jeu en ligne le midi, vous vous connectez, vous faites une partie de tarot, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais voilà, ce genre de choses, c'est des petites actions comme ça qui paraissent pas grand-chose, mais qui ont un impact très important et qui vont vous permettre de considérer entièrement la personne en face. Donc, c'est des choses un petit peu en vrac comme ça que je vous distribue, mais je pense que vraiment, tant que vous avez la communication au centre des activités que vous allez mettre en place, ça devrait bien se passer. Je sais pas ce que tu en penses, Sam.
Ouais, carrément. Moi, je me rappelle que Upwork, qui fait du coup du remote depuis un moment, ils avaient une règle qui était que un échange sur trois, au moins, doit être en vidéo ou en présentiel. Mais en Ouais. gros, pas juste de l'email, pas juste. Alors bon, si on répond sur une boucle email, si on s'envoie 10 emails dans la journée parce qu'on a un asynchrone, ça marche. Mais je veux dire, sur trois sujets différents, si tu veux, il fallait au moins que ce soit en vidéo. Parce qu'effectivement, on crée pas le même lien. Et on a tendance à dire que les conférences à distance, ça va pas être cool, que les trucs, les apéros à distance, ça va pas être cool. Mais en vérité, tu peux passer des très très bons moments en conférence, même si le Mm. speaker n'est pas présent, à distance, tant que le speaker met l'énergie. Moi, j'ai souvenir le documentaire que j'ai fait est sorti en plein milieu du confinement, enfin entre les deux, et du coup, vraiment en full Covid. Donc, on a fait une vingtaine de projections et de conférences qui se sont faites pour les trois quarts à distance. J'étais ici, dans cette même chaise, dans mon salon, et je me rappelle de moments super forts, vraiment de discussions qui ont duré 1 heure et demie, de débats à bâton rompu sur ce sujet du futur du travail, avec des boîtes à distance où il y avait une quarantaine de personnes, et on arrivait à discuter de façon super fluide, et franchement, on est tous repartis à la fin en ayant passé un moment de malade. Alors, c'est pas exactement pareil parce qu'il n'y a pas l'apéritif derrière où on peut traquer, mais en fait, quasiment, quoi. Tu as tous les Tu échanges que tu trinques tout seul. Ouais, tu trinques tout seul, ouais. Mais tu peux vraiment avoir des échanges hyper qualitatifs à distance. Et en fait, ouais, je suis d'accord avec toi de se dire, on se fixe pas de limite de cadre. On peut faire plein de trucs à distance qui sont archi cool. Et ça permet de communiquer aussi dans une journée. Si tu fais tout en présentiel, tu vas faire 4 rendez-vous au mieux. Dans une journée à distance, tu peux en faire 15, quoi. Donc, moi, ça m'a permis de toucher des gens qui étaient beaucoup plus loin, de parler à plus de monde encore. Et vraiment, ouais, et donc, je rejoins sur le côté communication aussi à 100%, sur l'importance d'avoir des temps forts. Des temps forts ou à distance, comme tu disais, et en présentiel aussi. Même quand on est maintenant dans ce mode alors maintenant on n'est plus en confinement, on peut se revoir, on peut se toucher, on peut passer du temps ensemble. De se dire qu'on va pas forcément se revoir tous les jours, mais par contre on va se voir de façon plus qualitative. Et il y a pas mal de boîtes autour de moi qui sont passées à un mode hybride. Mais par contre, donc c'est ultra flex sur absolument tout. Par contre, elles imposent le fait que 2 ou 3 jours par mois, tu reviennes au bureau, et là, tout le monde revient au bureau. Ou que, alors c'est 2 ou 3 jours par an pour certaines boîtes, parfois c'est 2 ou 3 jours par an, parfois c'est de se dire il y a 2 séminaires de 1 semaine et on les passe tous ensemble et c'est hyper important. Mais c'est en gros articuler ta culture de boîte autour de temps forts qui vont souder les équipes et qui ne sont pas forcément les temps forts sur lesquels on bosse d'ailleurs, parce que le boulot on peut déjà le faire en asynchrone tout le reste de l'année. C'est juste de passer du temps ensemble pour créer ce lien, parce qu'on est des humains avant, ce lien d'amitié, ce lien personnel avant qu'il soit professionnel. Euh, et, euh, et du coup, se dire qu'on va passer des temps ultra qualitatifs. Et Basecamp, typiquement, que j'interviewe dans le documentaire, qui est un des pionniers du remote work, et ben eux, ils passaient 2 semaines par an et ils font tout sauf bosser. Ils jouent à des jeux ensemble, ils mangent, ils cuisinent, ils font du sport ensemble. Juste, ils ont des longues conversations, et ils font ça 2 fois par an. C'est payé par la boîte. Donc, c'est vraiment une journée dans laquelle, un, ils dépensent et deux, les gens ne travaillent pas. La boîte est entièrement off pendant quasiment 2 semaines sur l'année. Et en fait, c'est tellement, tellement précieux qu'ils le font depuis 15-20 ans et que ça fonctionne, quoi. Donc, hyper important d'avoir ces temps forts-là. Et puis après, on peut peut-être parler un peu plus du côté organisation, management, au-delà de la Bien sûr. communication. Ouais, clairement. Et je rebondis parce qu'il y a une question de la part de Valérie qui parle pour les personnes qui sont en full remote. Ben, ça rejoint un petit peu ce que Samuel vient de dire. Être en full remote, il n'y a aucun souci à ce que ça se passe bien. Mais si effectivement, il y a des temps forts aussi qui sont organisés pour quand même avoir cette notion d'être ensemble. Parce que si on a envie d'être en full remote mais de ne pas avoir de collègues, on se met en freelance. Si on est dans une boîte, c'est qu'on a envie de créer ce lien. Et donc, full remote, c'est possible, mais créer ces temps forts, créer cette organisation, créer cette stratégie et ces process, etc. Comme tu viens de le souligner, il n'y a pas que la communication. Quoique, la communication va faire partie aussi de tout ça. Oui. mais tant qu'on organise ces temps forts, effectivement, ça crée ce lien qui est important. On est humain, hein, donc Ouais. on a besoin de ce lien. Et il y a des gens à distance, qui vont avoir besoin de voir vraiment tous les jours leurs collègues, mais qui ne peuvent pas parce que la boîte est full remote. Et en fait, dans ce cas-là, il y a pas mal de boîtes qui payent le cowork ou le tiers-lieu, peu importe ce que c'est, à leurs salariés. Et du coup, de se dire, tu passes pas ta journée avec tes collègues, mais avec d'autres personnes qui bossent. Et du coup, tu peux avoir aussi ce lien humain, cette petite ambiance machine à café, cette petite ambiance de on se retrouve le midi, on déjeune ensemble, même si c'est pas les gens de ta boîte, en fait. Et tu peux du coup avoir deux communautés, parce qu'on n'est pas tous attirés par la même chose. Il y a des gens qui adorent être avec plein de gens pour bosser et qui ne peuvent pas travailler sans, et d'autres qui au contraire ont besoin d'être tout seul, de concentrer. Et il faut tout pour faire un monde, heureusement. Ça, c'est clair. Enfin, on est bien d'accord. Et je rebondis sur ce que disait Auguste. Oui, effectivement, il
il y a beaucoup de visio du coup toute la journée, mais ça, c'est un peu le problème. Alors, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en France, on a un peu ce problème de la réunionnite aiguë. Donc, quand on est en présentiel, on fait des réunions dans tous les sens, et quand on est en distanciel, on fait des visios dans tous les sens. Et c'est pas forcément mieux non plus. Donc ça, il y a un vrai problème d'organisation et de management pour le coup derrière tout ça, pour régulariser un petit peu tout ça. Hop, complètement. Justement, donc on parlait de lien social, un peu tout ce qu'on peut mettre en place lorsqu'on a des équipes hybrides. Donc vous avez donné voilà des petites astuces. Et toi justement, Samuel, si tu devais donc attirer des nouveaux talents, ou en tout cas toi justement de ton expérience des entreprises que tu es allé voir à droite à gauche, ce type de problématique, c'est-à-dire pas sur les personnes qui sont déjà dans l'entreprise et qui vont s'adapter un peu avec cette nouvelle organisation, mais voilà, comment attirer les nouveaux talents et puis quelles sont en fait les problématiques actuelles. Je pense à quelque chose, mais tu vas peut-être développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque par exemple on poste une annonce parce qu'on recrute, très souvent on va tomber sur justement la case à remplir. Est-ce que cette entreprise propose ou pas du télétravail, de la flexibilité, chose que avant le Covid, c'était beaucoup moins rare, quoi. Ouais, ouais, c'est carrément un levier, effectivement, ça rentre, enfin, tu parles de salaire et puis tu parles de quelle est la politique remote. C'est certainement les 2 premiers sujets, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, en fait, parce que le salaire, ça devrait être un minimum, mais après tu as toutes les conditions de travail, dont le lieu de travail. Mais en fait, j'ai envie de dire, le lieu de travail, on s'en fout un petit peu. À mon avis, ce qui va attirer un candidat, c'est plutôt le fait que la boîte, elle ait vraiment réfléchi à sa politique de télétravail, et qu'au-delà de dire: «Tu peux bosser d'où tu veux», voilà quelle est la politique, ce soit intégré et compris par tous et que ça s'applique dans la réalité. C'est-à-dire que tu puisses avoir un management qui est vraiment fondé sur l'autonomie, dans la relation avec les personnes avec lesquelles tu bosses, d'avoir un mode projet qui est vraiment appliqué, et de pouvoir en gros avancer vraiment à ton rythme. Parce que ce qui est vraiment puissant dans le côté hybride et le côté télétravail, c'est le fonctionnement en asynchrone. C'est de redonner la liberté à chacun de bosser au moment où c'est le plus pertinent pour soi. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on n'appelle pas quelqu'un quand on a quelque chose à lui demander, on lui envoie un message sur une messagerie potentiellement pas instantanée, idéalement pas instantanée. Parce qu'en fait, c'est comme si on venait taper sur l'épaule de quelqu'un pendant qu'il est en train de travailler. Là, si quelqu'un vient me taper sur l'épaule alors que je suis en train de discuter, ça va m'énerver. Alors que s'il m'envoie un email pour que je lui envoie un truc, et ben, je regarderai à la fin de la conférence et je lui répondrai à ce moment-là. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'est le fonctionnement d'un synchrone qui, à mon avis, fait toute la puissance et toute l'attractivité du télétravail. Et la boîte qui est capable de le mettre en place et de communiquer dessus, là, elle a tout gagné pour attirer de nouveaux talents. Clairement. Et je trouve que tout ce qui s'est passé, ça a eu un vrai déclic aussi chez les gens, sur le côté un peu équilibre vie pro, vie perso. Et le fait d'offrir cette flexibilité sur le télétravail, la possibilité de travailler un peu de n'importe où, etc., oui, elle est importante pour les gens maintenant, mais c'est surtout parce qu'ils ont envie d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, et penser un peu plus à eux aussi, et pas juste dans ce côté, professionnel. Donc je pense que pour attirer des nouveaux talents, oui, cette case à cocher de dire on offre la possibilité du télétravail, elle est importante, mais c'est tout le message que vous allez véhiculer derrière aussi qui est important, et toute votre marque employeur. Est-ce que effectivement vous communiquez le fait que vous êtes OK avec la possibilité de faire du télétravail? OK, mais je sais pas, en Italie, à Rome, ou est-ce que c'est OK de faire la même chose au Japon? Parce qu'on est d'accord que ça a pas les mêmes enjeux aussi. Donc il faut que tout soit pensé, en fait. Il y a pas juste, à dire: «OK pour le télétravail». On est OK pour le télétravail. Il y a vraiment tout un état d'esprit, je pense, à adopter et à communiquer aussi pour pouvoir attirer les personnes par la suite. Donc, ne pas oublier cette dimension personnelle dans les annonces de recrutement maintenant, parce que ça a un vrai impact sur la suite. Et toute la partie aussi déconnexion, enfin, tu t'en as parlé un petit peu, mais le côté responsabilisation, autonomie, le fait qu'on ne soit pas juste dans un job pour exécuter les choses, c'est super important. De comprendre quel est le sens de ce qu'on fait au quotidien aussi. C'est ça qui va faire, qui va donner envie aux gens de venir. Donc oui, parler du future of work sur la partie très organisationnelle, on va dire, avec le télétravail, c'est cool. Mais je pense qu'il y a aussi eu une vraie prise de conscience sur l'épanouissement
que ton travail va t'apporter au quotidien et qu'il faut aussi appuyer sur cette carte-là pour faire en que les gens ils aient envie de venir chez toi parce que si tu demandes juste à exécuter comme ça et que tu offres pas la possibilité de s'épanouir autrement et d'apporter aussi de ta personne dans ton job, ben, ça marchera pas non plus, même si tu as coché la case télétravail. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience très globale en fait sur ce que ça représente de travailler au quotidien. Complètement. Il y a une auteure que j'adore qui est Laetitia Vito, qu'on voit dans les documentaires, Ouais. WIP 1, WIP 2. On parlait d'autonomie dans le côté asynchrone. Et elle parle beaucoup de. Et après, on répondra à la question d'Olivier. Elle parle beaucoup en fait de la façon dont travaillent les artisans. Et elle dit que pour donner du sens dans son job, il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat qui sont autonomie. Donc, ça, c'est la clé de l'asynchrone. Autonomie, créativité et responsabilité. Ouais. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en gros, à partir du moment où tu es autonome pour faire ce que tu fais, et ben, mets aussi un petit peu de toi dans ton job, personnalise ce que tu fais, tes créations. C'est ça qui fait en fait que le job est attrayant pour soi et a de la valeur pour la boîte aussi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un plutôt qu'une autre personne, c'est parce que tu as envie qu'elle mette de sa personnalité dedans. Et puis responsabilité aussi, ça veut dire endosser toutes les responsabilités qu'endosse la tâche. Et voilà, donc tout ça va ensemble. J'invite à lire Du labeur à l'ouvrage, le livre de Laetitia, où elle détaille tout ça. Ouais, Et la mais c'est question, ça, les le réunions future of asynchrone. work. Réunion C'est asynchrone, un en peu gros, tout ça. ça s'appelle un email. Hein. C'est en gros, tu m'envoies un truc, j'y réponds plus tard et puis on en discute. Il y a un outil qui s'appelle Loomio, Loomio, qui permet de prendre des décisions à plusieurs, à distance, en asynchrone, qui a été pensé pour ça par une équipe en asynchrone. Donc, ça, c'est un outil de prise de décision. Mais ouais, les réunions asynchrone, c'est des fils de discussion, en fait. Ouais. Et ça me fait penser, je ne sais pas du tout si ça répond à la question ou quoi que ce soit, mais j'ai un truc qui vient de popper dans ma tête, mais la sursollicitation aussi, ça a été un gros problème quand ce confinement est arrivé. Le fait d'être tout le temps justement connecté sur nos chats, etc., et de vouloir répondre dans la seconde, je trouve que le côté communication asynchrone est très important et heureusement que tu le soulignes plusieurs fois depuis tout à l'heure parce que arrêtons de vouloir en permanence, et ça c'est une vraie problématique management, arrêtons de vouloir en permanence que les gens soient à notre bot et qu'ils nous répondent dans les 10 secondes quand on est sollicité. Le pire qui puisse arriver, c'est tu t'envoies un mail et la personne, dans les 30 secondes, t'appelle pour te dire « Est-ce que tu as vu mon mail ?» C'est une maladie dans les entreprises et je trouve que ce côté asynchrone, il est important à inculquer parce que ça ajoute une charge mentale et une source de stress aussi d'être toujours en train d'essayer d'avoir la réponse dans la minute, alors que la plupart des décisions ou la plupart des choses à faire ne demandent pas à avoir une réponse dans les 5 secondes. Voilà, c'était Et c'est une idée en inefficace. plus. Ouais, complètement d'accord. C'est charge mentale et en plus, vraiment, c'est contre-productif pour la boîte parce Ah, qu'en fait, ça va déranger la personne à un moment où elle bien est sûr. déjà occupée à faire autre chose. Le temps qu'elle se déconnecte de sa tâche, elle se mette dans la nouvelle tâche et qu'elle s'y remette, en fait, elle perd juste du temps alors qu'elle aurait pu le traiter au moment où c'était le plus Ouais, opportun pour elle et au moment où c'était pas urgent d'avoir la réponse tout de suite. Et c'est ça. donc ouais, carrément. Et les chiffres sont affolants parce que j'ai vu que c'était 20 minutes. On perd 20 minutes à chaque fois qu'on se déconcentre de notre tâche, le temps de traiter la chose à côté et de se remettre réellement dans notre Oui, c'est travail. ça, Donc c'est ça, carrément. voilà, encourager à couper les notifications aussi sur les chats d'entreprise. Je passe le message. Et en parlant justement un peu de charge mentale, si on pouvait aller un tout petit peu plus peut-être dans le sujet justement de comment réussir à maintenir l'équilibre vie pro et vie perso dans cet environnement un peu hybride. Déjà, moi, il y a un truc que j'aime bien souligner. J'ai démarré, Sam, désolée. Mais l'équilibre vie pro, vie perso, il est propre à chacun. On a un peu trop tendance à vouloir faire un peu du 50-50 et que tout le monde soit par défaut sur du 50-50. Sauf que il y a des personnes qui ont envie de mettre plus d'intérêt sur leur vie perso et d'autres qui ont envie de mettre plus d'intérêt sur leur vie pro. Et c'est OK d'être dans ce type de schéma-là. On n'est pas obligé d'avoir 50% envie de faire notre vie pro et 50% envie de faire notre vie perso. Donc déjà, je pense que c'est important de se poser la question, c'est quoi qui est important, enfin, quel est mon équilibre à moi et pas vouloir se fier à une injonction de la société, une injonction de notre entourage ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un
truc que je voulais souligner. Et après, il y a toutes les problématiques de droit à la déconnexion qui étaient déjà présentes avant la crise Covid, mais qui s'est accentuée pour le coup, parce que de travailler de chez soi, forcément, c'est plus compliqué de se déconnecter et de manière efficace. Donc après, il y a toute une question d'organisation, d'exemplarité aussi de la part des managers pour inculquer un petit peu tout ça, définir des objectifs clairs aussi, savoir quelles sont les choses que j'ai à faire, est-ce que je peux m'arrêter, quelles sont les deadlines, etc. Si on a une vision claire d'où on doit aller pour s'organiser derrière et trouver son équilibre, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a une vraie stratégie d'objectif qui, pour moi, est importante à mettre en place. Je remets une couche, mais tout ce qui est communication, transparence aussi, c'est super important pour que ça se passe bien sur trouver cet équilibre, etc. Et ça permettra aussi, si vous créez ce climat de confiance au sein de vos équipes en tant que manager, quand ça n'ira pas, les personnes n'auront pas peur de venir vous dire que ça ne va pas et vous pourrez traiter le problème à la source directement. Donc, vraiment créer un climat où on se sent en sécurité, où c'est sain et où on a envie d'échanger librement, ça c'est important. Mettre en place des routines aussi avec vos équipes. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes aussi pour ça. Se rendre disponible, même en dehors des temps qui sont dédiés. Voilà. Alors, pas être tout le temps à la botte non plus, c'est pas parce que vous êtes manager que vous êtes à disposition aussi des gens et de votre équipe. Mais laisser un peu de flexibilité aussi pour écouter un petit peu tout le monde et accompagner dans cet équilibre. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais en tête spontanément là. Ouais, Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Je suis plus modéré sur le terme d'équilibre vie privée, vie pro. Mais c'est assez personnel, mais c'est parce que en fait, je fais aucune distinction entre l'un et l'autre. J'ai l'impression que j'ai qu'une seule vie et que tout est lié. Et tu vois, là, je sais pas si je suis en train de passer un bon moment à discuter avec vous de remote work ou si je suis en train de parler de mon sujet qui est mon sujet de travail, en fait. Et il y a vraiment très, très peu de choses que je fais dans mon quotidien où je peux dire clairement est-ce que ça, c'est du travail ou ça, c'est du plaisir. Je fais plutôt la distinction entre quelque chose de privé et de public, mais qui mêle à la fois le perso et le pro. Et là-dessus, du coup, pour moi, il n'y avait vraiment aucune séparation, quoi. Tout est assez lié. Et bon, c'est forcément beaucoup plus le cas, je pense, encore quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. Mais j'ai été voir des boîtes dans lesquelles les gens s'amusent vraiment, quoi. Chez Ben & Jerry's, leur slogan, c'est If it's not fun, why do it? Et non, même en étant salarié, il n'y a pas forcément cette même séparation pro-perso sur absolument tout, quoi. Et je pense que ça, après, chacun fixe son curseur en fonction de ses envies, hein, comme tu disais, on n'a pas tous envie de faire la même chose. Mais voilà, on peut aussi ne pas faire de distinction et se dire qu'il n'y a pas d'équilibre parce qu'en fait, on fait ce qu'on a envie, quand on a envie. Typiquement, la semaine dernière, je suis parti à la montagne en me disant que j'allais faire du travail et du ski. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ski pour le travail. Donc cette semaine, je vais plus travailler. Et c'est pas un problème parce que les projets sur lesquels je bosse sont en asynchrone. Et parce que à partir du moment où je respecte les deadlines, les gens avec lesquels je bosse sont pas en retard parce que je fais du ski plutôt que de travailler, quoi, typiquement. Et donc chacun va à son rythme de ce côté-là. Ouais, mais t'as trop raison. Et finalement, je trouve que ton discours, dans l'idéal, ce serait le discours de tout le monde, où justement, tu t'amuses tellement dans ce que tu fais au quotidien que tu n'as pas à te poser cette question de je travaille ou je travaille pas, tu vois, parce que tu t'éclates et tu as trouvé le truc qui fait que tous les jours, c'est pur bonheur de te lever, quoi. Ouais. Donc, c'est clair que c'est l'idéal. Mais du coup, c'est ce que tu dis avec ton équipe, c'est parce que tu as mis en place une organisation avec une stratégie qui est définie, tout le monde sait où il va et chacun peut avancer du coup à son rythme. Ouais. Complètement, Valérie. Exactement. C'est ça, ouais. Exactement. Il nous reste très très peu de petites minutes avant voilà, s'il y a d'autres questions. Si vous aviez quelques mots ou quelques petits conseils, là, axé vraiment manager pour assurer un peu son leadership, mettre en place des bonnes petites pratiques managériales justement dans un environnement hybride ou full remote d'ailleurs, mais quelque chose qui peut-être n'était pas là d'origine. Je ne sais pas si toi, tu as eu des exemples, Samuel, que tu aimerais partager.
Ouais, et ça me permet de rebondir sur une question qui était posée tout à l'heure, je sais plus où est-ce qu'elle est exactement, mais quelqu'un qui disait, c'est compliqué, l'asynchrone quand on attend, des informations des supérieurs, des collègues pour travailler, c'est assez compliqué. Il y a un truc qui fonctionne assez bien dans la plupart des boîtes qui fonctionnent en télétravail, c'est de se dire que, la plupart des informations sont contenues dans un handbook. En fait, c'est juste, un ensemble à la fois en fait, une sorte de jurisprudence et de culture d'entreprise qui rassemble toutes les règles de fonctionnement de l'entreprise. Et de se dire que la plupart des informations dont j'ai besoin pour bosser, elles sont contenues là-dedans. Et du coup, quand je suis tout seul, autonome, bah, je peux aller chercher les informations directement plutôt que de poser la question à quelqu'un. Et puis pour les informations, bah, c'est simplement de se dire, on échange tous les jours, ou on échange toutes les demi-journées. Je dois checker mes mails au moins 2 fois par jour, par exemple, ou au moins tous les jours. Ça dépend de la boîte, ça dépend de ce qu'on fait. Et du coup, les informations, ouais, elles sont là, quoi. On échange à ce moment-là. Et on va se rendre compte qu'en réalité, dans ce qu'on fait, il y a très, très, très peu de choses qui nécessitent d'échanger au quotidien, en permanence, avec quelqu'un d'autre. On peut très bien le faire que 2 fois par jour, par exemple. Et donc, les informations, elles sont contenues bah, dans les emails que j'ai reçus la matinée, par exemple. Et donc, je sais qu'à 14h, après mon déj, je rattaque, bah, je commence par checker mes emails, récupérer les infos et faire mon truc pour l'après-midi. Mais si jamais j'ai une question, bah, si elle est extrêmement urgente, évidemment, je décroche mon téléphone. Mais en réalité, il y a très peu de choses qui est urgent. Il y a de bonnes chances que la question, je puisse la poser dans l'après-midi. La personne répondra soit en fin de journée, soit le lendemain. Mais se dire en amont, la règle, c'est que je dois répondre au moins 2 fois par jour à mes emails. Voilà. Ou 1 fois par jour, ou 1 fois par semaine. Ça dépend du projet, ça dépend du truc. Peut-être qu'il y a des métiers où c'est 1 fois toutes les heures. Mais voilà, il y a très peu de choses qui sont vraiment urgentes. Je te rejoins complètement là-dessus. Et du coup, pour le côté manager, je trouve que on a tendance à mettre une pression sur les managers qui n'est pas forcément, bien dosée, je trouve. On demande plus aux managers alors que c'est aussi des collaborateurs. Donc, il y a forcément un aspect d'exemplarité, dans comment on va se comporter. Je pense notamment, au droit à la déconnexion quand un manager t'envoie un mail à 23h, et qu'on te dit en face: «Ben, il faut que toi tu te déconnectes». Tu peux avoir tendance à dire: «Oui, mais pourquoi lui, il a le droit de m'écrire à 23h et pas moi, quoi?» Donc pensez à c'est des réflexes tout bêtes, mais à programmer vos mails. Si vous, vous traitez, vos mails tard, bah, vous avez le droit, c'est vous qui choisissez de le faire, mais programmez-les pour qu'ils partent, le lendemain, quoi. Heu, Send letter, Olivier, c'est exactement ça. C'est une fonction qui est trop peu utilisée à mon sens. Donc il y a forcément cette notion d'exemplarité sur des problématiques qui sont importantes comme ça et il y a aussi très important et moi j'aime bien le souligner, c'est, il faut savoir, se lâcher la grappe aussi. C'est pas parce qu'on est manager qu'on est, un surhomme et qu'on peut tout faire mieux que les autres et qu'on doit tout faire, bien. Voilà, il faut savoir être aussi, compréhensif, par rapport, à notre position et à ce qu'on fait au quotidien. Ouais, et surtout dans un monde où on découvre une nouvelle organisation pour la plupart, et de se dire, bah, on ne Ouais, sait pas forcément comment faire, et du coup, aller voir ses équipes en tant que manager et dire, bah, comment est-ce que vous aimeriez faire? Alors, ouais, pas pendant 110 ans, parce qu'après, tout le monde va changer d'avis bien 25 sûr. fois, mais de consulter tout le monde pour co-construire, c'est Ouais, galvaudé, mais de vraiment co-construire, de vraiment se dire, voilà, comment est-ce que vous aimeriez communiquer? Et comment est-ce que vous aimeriez qu'on avance sur tel sujet? Quels outils vous voudrez qu'on utilise? Mais enfin, penser ça ensemble pour que ça fonctionne le mieux pour tout le monde et pas se dire j'ai la solution et on n'a pas forcément la solution si on n'a pas l'habitude. Et je rebondis aussi pour du coup dire que ça fonctionne mieux avec les expérimentés plutôt que les débutants. Oui, forcément, pour être autonome et pour bien sûr. fonctionner bien à distance, c'est forcément un truc qui fonctionne beaucoup mieux quand on connaît son métier, quand on est expérimenté. C'est moins agréable quand on est junior parce qu'il y a besoin d'apprendre, certainement d'être au contact, beaucoup plus en tout cas en interface, en échange avec d'autres personnes. Mmh. Mais c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi une raison de venir au bureau de temps en temps quand même, pour Ouais. former. C'est aussi un des sujets. Ouais et je rebondis sur ce que tu disais, rien n'est figé dans le marbre, donc co-créer, tester. Si vous testez pas et vous faites juste des suppositions et que vous montez des process qui sont très beaux sur papier et cetera, mais que vous testez pas, savoir si ça fonctionne vraiment, vous saurez jamais si ça fonctionne vraiment, donc tester et après ajuster. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Il faut lancer la chose, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, mieux vaut fait que parfait. Lancez-le, testez-le et après vous ajustez selon les retours de chacun et toujours dans la communication, savoir, comment chacun l'a perçu. Est-ce qu'il y a des petits ajustements que vous pouvez faire, ensemble? Enfin voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à construire des choses qui, durent après aussi dans le temps parce que là, on a vu que c'était pas un effet de mode, donc il faut faire quelque chose qui va durer sur les, prochains mois et prochaines années. Donc tester et après, ajuster.
C'est super, trop bien. Très, très intéressant. On pourrait continuer encore très longtemps, mais il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre aux questions. Parce que après, il y en a certains qui ont des tête-à-tête romantiques ou peut-être juste un verre. C'est vrai. Mais du coup, on va éviter de de les laisser partir à l'heure. Alors, j'ai une question qui était arrivée avant du coup le webinaire, qui est: est-ce que vous avez des ateliers / outils à conseiller en particulier pour recréer du lien dans le management hybride? Peut-être 1 ou 2 exemples. Work Adventure, Bien sûr. par hasard. Ouais, bah après, ça dépend sur quel sujet. Sur l'organisation, je vois qu'on vient de partager dans le chat une page de GitLab. GitLab est hyper intéressant parce qu'ils font ça depuis des années et comme ça vient d'être dit, ils ont donc ce handbook qui est de façon totalement transparente, gratuit, accessible en ligne. C'est 2500 pages qui expliquent le fonctionnement de la boîte, à la fois sur les process de communication, sur les process de communication de tout. Donc ouais, je recommande à fond. Café, hyper bien aussi, super bon outil. Après, pour le côté événements à distance, moi, j'ai un copain qui organise des escape games en ligne et ça cartonne depuis le confinement. Donc, ça, c'est des trucs qu'on peut faire aussi, qu'on peut organiser en équipe à distance, même quand on est des dizaines. Ça marche bien. Et oui, là, il y a plein de bons outils qui sont en train d'être partagés, donc c'est très cool. Go. Ouais. On va aller dire à l'oral peut-être si je ne sais pas si le chat est enregistré dans le replay. Donc, il y a Café, Descair. Worklib, Desker, effectivement, ouais. Et il y a un logiciel, peut-être que tu vois de quoi je vais parler, mais il y a un logiciel qui permet d'enregistrer son écran et de pouvoir enregistrer ses process. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est très dommage parce que ça permet vraiment de faire des process interactifs et même de faire des communications asynchrones pour justement. Loom, oui, merci Marjo, c'est Loom. exactement ça. Loom, super outil. Après, j'ai vu, alors il y a des petites questions qui sont passées auxquelles je sais que vous avez répondu. Donc en particulier la question de Valérie sur est-ce que les réunions asynchrones se développent ou pas. Je ne sais pas si Valérie souhaite développer un peu plus la question, mais j'ai l'impression que vous y avez répondu. Et sinon, on a aussi une autre question sur, en fait, quelle définition donner réellement au travail hybride? Est-ce simplement un mix live et remote ou l'élaboration d'une expérience d'un continuum de tâches à accomplir en vue d'un résultat attendu? Attends, c'est trop rapide pour moi. Tu peux C'est aller. une longue question. Elle est écrite quelque part parce qu'il faut que je la lise. Oui, elle était un tout petit peu plus haut. Elle était un tout petit peu plus haut, mais en gros, voilà, c'est Jérôme à 18h47. Ah oui, oui. C'est bon, j'ai retrouvé. Je dirais que c'est un peu des deux. Parce qu'il y a toute cette culture justement de présentiel, distanciel à mettre en place et ça comprend tout ce côté un peu process, tâche à accomplir, objectif à atteindre, stratégie mise en place. Le travail hybride, c'est pas juste on fait du télétravail ou on n'en fait pas, c'est vraiment tout ce que ça englobe en termes de package et tous les enjeux qu'il y a derrière et tout un petit peu ce qu'on a abordé ce soir finalement. Trouver le bon équilibre sur un peu tout ça, trouver la bonne manière de fonctionner, le bon rythme qui va convenir à la fois à l'entreprise et aussi aux personnes avec qui vous travaillez. Donc, je dirais que c'est un peu tout ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, ça, mais je pense que ça englobe un peu tout. Ouais, carrément, parce que pour moi, la deuxième partie de la question, c'est-à-dire le continuum de tâches à accomplir en vue d'un résultat attendu, ça, pour moi, c'est la définition du mode projet, du fait de fonctionner en mode projet. Et donc, le travail hybride, c'est une organisation du travail en mode projet, en ayant en amont pensé des temps forts et une communication. En gros, pour moi, le mode hybride, il va au-delà de juste l'organisation du fonctionnement en mode projet, en rajoutant la brique communication, en rajoutant la brique interaction, en rajoutant en gros tout ce qui englobe l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Ça, c'est le travail hybride. Et au sein du travail hybride, on a la petite brique mode projet, qui est le fonctionnement de la boîte. Clairement. Parfait, super. On a encore 4-5 petites minutes. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite reposer une question dans le chat ou lever la main et parler, parce que c'est possible aussi.
Qu'est-ce qu'on Notion a et raté? Asana, oui, Auguste, effectivement. je vois qu'Auguste a dit Netflix dans les outils qui fonctionnent bien pour le télétravail. C'est parce que Netflix, c'est une culture qui fonctionne bien ou c'est parce qu'il faut regarder Netflix quand on est en télétravail? Offrir un abonnement Les Netflix deux. à ses collaborateurs pour qu'ils passent un bon moment. Ça peut être très sympa. Switch, un livre sur le changement. Ok, c'est noté. Merci Joanne pour le partage. Si vous avez vous aussi peut-être des astuces, des choses que vous avez mises en place, n'hésitez pas à les partager. On les lira à voix haute pour les personnes qui seront en replay, parce que ça peut être toujours utile. Là, je vois des partages de livres, pourquoi pas, des outils, des routines, peut-être que vous avez aussi mis en place de votre côté, n'hésitez pas. Ouais, tu parlais d'équilibre vie pro privée, une des routines qui est souvent mise en place. Alors c'est pas mon cas, mais parce que moi ça me dérange pas du tout, mais je sais que j'ai pas mal de potes qui changent de lieu de travail, qui en gros se disent, bah, soit ils ont un bureau fermé chez eux, soit ils se rendent sur un lieu de travail, un tiers-lieu, ou dans leur boîte pour Ouais, bosser, parce qu'ils ont besoin de ça. Et ça dépend encore une fois des personnes, il n'y a pas de règle, hein, mais ça peut être une bonne façon quand on a du mal à couper, quand on a du mal à ouais, déconnecter, parce qu'en fait c'est un fil continu, sa journée, de se dire on a un lieu différent, même si c'est pas forcément une pièce, mais se dire ça c'est la table sur laquelle je bosse, ça c'est bien la sûr. table sur laquelle je joue aux cartes, je bois des coups, je fais manger, mais en fait de séparer quoi physiquement. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce qui est important, en fait, c'est de s'écouter. Ah, Si jamais vous voyez qu'il y a un truc qui vous dérange, enfin, le matin, vous vous levez, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, que vous ne comprenez pas bien, bah, c'est pas grave, ok, ça va pas, mais essayez de creuser un petit peu, comprendre ce qui va pas et voir ce que vous pouvez mettre en place. Ne pas faire traîner, quoi. Surtout quand on est pas mal en télétravail, on peut vite après être s'isoler de manière consciente ou inconsciente. Donc, faire attention à un peu nos ressentis et tout. Je sais qu'on a tendance à dire que dans le milieu professionnel, il faut taire l'émotion, etc. Mais pas du tout, Non, à bas les masques, soyez vous-même, clairement. discutons, racontons nos vies, et soyons, véritablement amis même avec les gens avec lesquels on bosse. C'est ça. Pas dans une amitié feinte, mais dans une vraie amitié. Je crois qu'on peut vraiment, et ça c'est un débat que j'ai avec pas mal de gens et tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. On dit: «Non, il faut mettre une frontière. À partir du moment où tu deviens vraiment ami, tu peux plus manager de la même façon». Et n'ayant pas managé qui que ce soit, je peux pas le dire, mais je sais que j'ai vu des boîtes dans lesquelles les gens étaient sincèrement amis et ça avait l'air d'être plutôt cool. Ouais. Mais après, c'est comme pour tout, ça dépend comment tu le fais. Enfin, je pense que si les deux personnes dans la relation sont OK avec le fait que, OK, on est amis, mais il y a quand même parfois ben, le lien hiérarchique qui va peut-être prendre le dessus dans certaines situations. Si tout le monde est OK avec ça, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais il faut que tout le monde soit OK et qu'on soit sur sur la même page, ça c'est clair. alors, Merci Jérôme pour ta présence. alors, on a une petite, il y a Joanne qui m'a écrit et qui souhaite du coup prendre la parole. Donc, je l'invite à activer son micro. Comme ça, on finit avec ce que Joanne a à nous dire. Merci beaucoup. Bien. Bonjour. Effectivement, moi, en fait, il y a un petit aspect qui a peut-être pas été creusé sur la différence entre les personnes qui souhaitent être en présentiel et les personnes qui ne souhaitent pas l'être. Donc, on est sur de l'hybride, mais il y a souvent, j'ai l'impression, enfin souvent, en tout cas de mon expérience, je n'ai pas l'expérience totale, une impression de, pas de culpabilisation, mais un peu un côté où les bons, alors quand on est sur du management à l'ancienne, où il faut être au bureau, tout ça, les bons élèves, entre guillemets, qui viennent au bureau, en tout cas qui montrent que ces personnes-là sont au bureau, et les autres employés qui préfèrent rester à la maison ou en tout cas en remote pour x, y raison, peu importe la raison, que ce soit des raisons de santé ou autre. Et comment, enfin, je ne sais pas si vous avez un petit tips rapide, c'est déjà 19h, mais un petit quelque chose à nous donner sous la dent par rapport à ça, parce que c'est vraiment là où on est sur de l'humain pur, mais par rapport à cette différence, en fait, où voilà, moi je préfère venir au bureau et toi tu préfères pas X, Y, Z, quoi. Je pense, là, spontanément, ce qui me vient, c'est qu'il y a un vrai travail de management derrière ça. C'est que si effectivement, dans ta boîte, tu ressens que si tu viens pas sur place, ben, tu vas te sentir coupable, c'est qu'il y a un vrai problème de management. Et là, c'est le côté descendant un peu qui est important, parce que c'est ce qu'on disait juste avant, il faut savoir s'écouter et savoir si effectivement on a besoin
de voir du monde et à ce moment-là, on va sur place. Ou alors, on a besoin peut-être d'être plus concentré parce qu'on sait très bien qu'en plus en présentiel, on a davantage pas envie de se concentrer. Mais savoir s'écouter, et je pense que c'est le climat que l'entreprise va mettre en place qui va permettre aux gens de ne pas se sentir coupables, qu'ils soient sur place ou non. Et ça va passer aussi par tout ce qui est reconnaissance. Si vous, dans votre manière de faire, vous allez récompenser davantage les gens avec une meilleure augmentation, par exemple, ça s'est vu dans certains pays asiatiques, les gens qui étaient en présentiel avaient une plus grande augmentation que ceux qui étaient en distanciel. Et pour autant, le travail qui était fourni et les résultats atteints n'étaient pas moindres pour ces personnes qui étaient en distanciel. Et donc, je trouve que, pour moi, là, pour le coup, c'est une vraie responsabilité de l'entreprise que de communiquer et de montrer par leurs actes aussi que c'est pas parce qu'on est en présentiel ou en distanciel qu'on vous récompensera plus ou moins bien ou qu'on vous reconnaîtra en tant que personne plus ou moins bien. Après, moi, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de la direction et après du management qui va faire découler tout ça pour que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour adopter le rythme qui leur convient le mieux pour s'épanouir et pour atteindre aussi les résultats qui sont demandés. Je vois Valérie qui a mis présentéisme. Effectivement, on est quand même en France avec une culture du présentéisme extrêmement forte. Et, malheureusement. Pas dans mais c'est quelque chose qui, je trouve, est un petit peu en train de bouger, moins vite que le côté télétravail, mais ça bouge un petit peu. Ouais. Merci beaucoup. Sam, je ne sais pas si tu voulais... Ah oui, Sam, pardon. Non, mais j'aurais pas dit mieux. Désolée. Ok. Merci. J'allais justement dire à Sam si vous voulez conclure du coup ce premier webinaire, comme ça on laisse tranquillement les gens. Oui, on va vous laisser aller fêter cette soirée entre Valentin. Écoutez, merci à tout le monde d'avoir participé. Le chat a été très, très dynamique et c'est plaisant de pouvoir échanger avec des gens qui sont intéressés comme ça. Donc c'est top. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai vu qu'on était jusque 50 et quelques personnes, donc c'est top. Un premier échange, très contente d'avoir échangé avec Samuel en plus. Non, mais rien, j'allais juste dire merci et c'est très sympa comme discussion. Je vous souhaite une bonne soirée.